demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse, via Stella, évidemment. Un homme face aux affaires et à la défiance des citoyens électeurs. François Fillon a tenu hier soir une conférence de presse et il a débuté ainsi. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Présenter ses excuses, repartir au combat face aux forces obscures des médias et de la justice, c'était l'une des séquences de cette conférence de presse. Mais un autre aspect a marqué cette contre-attaque, c'est l'opération transparence. Et en communication politique, cela s'appelle allumer un contre-feu médiatique. C'est une vieille, très vieille méthode des communicants. La preuve, c'est brut et surtout, c'est très bon. Mesdames et messieurs, My fellow Americans, je comprends le besoin de me voir clarifier les choses. that the best and only answer to a smear Je vais le faire parce que je n'ai rien à cacher. is to tell the truth. Mon patrimoine se résume à ma maison dans la Sarthe, We've got a house in Washington évaluée à 750 000 euros. which cost $41,000. Je possède en outre 44% de la nue propriété de la maison de mon père au Pays Basque. And I inherited $1,500 from my grandfather. Rien n'était dissimulé. It was not a secret fund. Pendant toutes ces années, mon épouse a pris en charge ces tâches simples mais essentielles. My wife's sitting over here. She's a wonderful stenographer. Pour les événements locaux, les inaugurations, les manifestations sportives et culturelles, She's worked many hours at night and many hours on Saturdays and Sundays in my office. son travail était indispensable à mes activités d'élu. And she's done a fine job. Mais suis-je pour autant quitte sur le plan moral ? The question is, was it morally wrong? Alors je vous l'accorde, cette comparaison peut paraître terrible quand on sait ce qu'est advenu de Richard Nixon, mis en cause pour une affaire de financement illégal de sa campagne présidentielle en 1972. Il a dû démissionner, le Watergate étant passé par là. Post hoc ergo propter hoc, à cause de cela et à la suite de cela, nous attendons les prochains épisodes de la série Penelope Gate, actuellement sur nos écrans. Les titres de votre 20h. Est-ce le grand moment du dégagisme en politique? Les regards de la journaliste Marie-Josée Harry-Guilandine et du sondeur Jérôme Paoli. Dans la seconde partie, le débriefing culturel de notre débat avec Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. Après le relancement de François Hollande, les défaites de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé, de Manuel Valls, d'Arnaud Montebourg et en Italie, on peut même rajouter l'Italie de Matteo Renzi, voire aux États-Unis d'Hillary Clinton. Est-ce le moment du grand dégagisme en politique? C'est notre sujet du soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Marie-Jo Harry-Guilandini, journaliste, Jérôme Paoli, sondeur. Avant de débuter, un petit mot sur la conférence de presse d'hier de François Fillon. Vous la qualifieriez comment, Marie-Jo? Votre petit montage était vraiment extraordinaire. À retrouver sur le site Brut. Hein. Oui, c'est vraiment génial parce que c'est vrai que les journalistes spontanément ont parlé de Penelope Gate et c'est rigolo qu'effectivement la contre-attaque soit la même que celle du Watergate. C'est quand même assez intéressant. Jérôme, le sondeur. L'exercice a été sur la forme réussi, puisqu'il a quand même fait une prestation dont tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'elle a été réussie. On va voir si ça a impacté dans l'opinion, et ça, il faudra attendre quelques jours pour voir si ça a vraiment fonctionné, quoi. Alors, est-ce que lui aussi va subir les foudres du dégagisme? Avez-vous le sentiment, c'est notre débat du soir, hein, avez-vous le sentiment que les citoyens, les électeurs veulent un renouvellement de la classe politique et par conséquent qu'ils impulsent ce que l'on appelle le dégagisme? Renouvellement de la classe politique, il a eu lieu, puisqu'on attendait Sarkozy et Hollande sur le deuxième tour, et tout le monde se disait le deuxième sera le président de la République. Résultat des courses, ça sera ni l'un ni l'autre. Donc il y a eu un renouvellement de la classe politique. Après, est-ce que c'est un dégagisme ? Pas forcément, parce qu'on a quand même aujourd'hui, dans les personnalités qui sont en lice sur la présidentielle, des gens issus du sérail. Et même quelqu'un comme Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui vient de la banque Rothschild, qui a été ministre, qui a été conseiller de François Hollande. Donc c'est pas
c'est pas quelqu'un de la société civile qui sort d'un chapeau et qui rafle la mise. On n'en est pas là. Le vrai dégagisme, pour moi, ça serait si Marine Le Pen arrivait à être élue. Là, ça veut dire que la classe politique traditionnelle serait vaincue et qu'il y aurait un vrai renouvellement. Mais tous les hommes politiques qui sont aujourd'hui sur le ring, entre guillemets, sont des gens qui existent depuis un petit moment. Même si avec Marine Le Pen, il y a l'idée du clan, la tradition familiale, etc. Oui, etc. mais ça serait vraiment... un vote populaire ou populiste, selon ce que l'on dit. Selon où on se positionne. Selon où on se positionne, mais ça serait un vote innovant en tout cas. Alors le dégagisme, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a mis cela sur les devants de cette campagne présidentielle. Il a d'ailleurs proposé une tribune sur son profil Facebook à la suite de la défaite de Manuel Valls, avec cette violente analogie d'ailleurs sur le dégagisme, Valls dégage, etc., etc. Il avait écrit en 2010 un livre qu'il s'en a tous. Cela participe à cette idée du dégagisme, Marie-Jo. Oui, moi je trouve quand même que les résultats des primaires, les 3 d'ailleurs, ont été quand même assez étonnants. Et c'est vrai que ce sont des gens du Sérail. Les gens se sont mobilisés, en tout cas pour la primaire Les Républicains et la primaire de PS, la Belle Alliance, pour vraiment... j'ai l'impression, on a dit à un moment que pour la primaire de gauche, il y avait moins de participation et que c'était négatif. Et moi, j'ai l'impression que plus il y a de participation et plus c'est négatif. Plus ça veut dire que les gens se mobilisent pour justement, à l'heure actuelle, exclure quelqu'un. Et donc, les 4 millions, finalement, LR, c'était vraiment... C'est pour ça que Fillon déçoit autant aujourd'hui. C'était vraiment parce que les gens se sont bougés, se sont déplacés, ont payé leurs 2 € pour dire quelque chose. Et ce quelque chose, à mon avis, il était proche du dégagisme. Alors, juste, on va recontextualiser ce terme, tout de même. Mélenchon n'est pas, que les choses soient claires, l'auteur du mot. La définition, elle est la suivante et elle vient des révolutions du mouvement né en Tunisie en 2011, de l'insurrection populaire, et elle a été revisitée par un collectif belge proche de l'extrême gauche. Le dégagisme, c'est, selon ce collectif, pour la première fois, mais est-ce vraiment la première? Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, mais de déloger clairement. Déloger celui qui le détient, de vider la place qu'il occupe. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les électeurs, par le biais des primaires, ont le désir de déloger ceux qui ont occupé une place importante en politique? Alors je regrette, mais François Fillon, me semble-t-il, a été pendant 5 ans Premier ministre. Oui, et puis Hamon a été ministre. A été ministre porte-parole du Parti Socialiste pendant très longtemps. Et Mélenchon, qui parle de ça, a quand même été sénateur un petit moment, donc il fait bien partie de la boutique, entre guillemets. Ces primaires, c'est plutôt un renouvellement de... Enfin, ce qu'il faut dire sur ces primaires, c'est que déjà, les gens qui ont voté sont des militants, ou des gens proches idéologiquement. C'est-à-dire que les primaires de droite, ce sont les gens de droite qui ont voté. Les primaires de gauche, ce sont les gens de gauche qui ont voté. Oui, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, donc, c'est pas un mouvement de population. On est à 4 millions, 2 millions. Le corps électoral est beaucoup plus large. Donc, ce qui s'est passé sur les primaires, à mon avis, on ne peut pas le généraliser sur une campagne présidentielle. Et on le verra justement au premier tour. C'est là où on va voir vraiment ce qui se passe véritablement. Et le second sera, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais excusez-moi, mais sur cette notion de dégagisme, alors on va essayer d'être un peu plus concret, parce que ça vient de loin. Est-ce que, selon vous, il y a l'idée ou le sentiment ou la sensation que dans l'opinion publique, il faut absolument un renouvellement de la classe politique? Est-ce qu'il y a les idées, certes, il y a aussi les personnes. C'est surtout ça vise les personnes, le dégagisme, que les choses soient claires. C'est-à-dire que sur le printemps arabe, c'est vrai que le dégage était lié à une vraie révolution. Oui. Donc on n'était pas... Il n'y a pas de révolution aujourd'hui? Vous n'avez pas ce sentiment-là? La révolution s'amorce quand même, puisqu'on parle quand même de la fin de la Ve République. On en parlait déjà à la précédente élection. Oui, mais alors là, je trouve que ça parlait de la 6e déjà. Ça fait longtemps qu'on en parle. Bien sûr, mais il n'empêche que là, je trouve que c'est plus présent dans les programmes, en tout cas. Et justement, c'est porté par des gens qui sont portés aussi après par les militants, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. Alors qu'effectivement, en cas de révolution, souvent, l'idée, c'est de tout mettre à bas, mais pas forcément pour prendre la place. Et c'est parfois sans solution, sans alternative. Donc on sait que quelque chose ne va pas, on est contre.
très clairement contre, mais on ne sait pas pourquoi on est. Voilà, donc là, on n'en est pas encore là, il me semble, en France, on n'en est pas encore à l'anarchie, à la révolution, on en est plutôt aux prises de pouvoir, c'est un petit peu différent, prise de parole, prise de pouvoir, et effectivement peut-être des outsiders qui pourraient prendre la première place. Destituer une génération pour un nouveau sacre, pour une autre génération. Hein. Le renouvellement de la génération, il se fait aussi naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vieillissent. On parlait de Juppé, qui est parti à la primaire, il avait 72 ans. Ce qu'on a mesuré depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'on est président de plus en plus jeune dans le monde, et en France aussi, puisque Sarkozy avait été élu assez jeune. Donc les gens ont besoin d'un renouvellement, mais qui se fait naturellement. C'est pas pour autant que ce soit du dégagisme. Le vrai dégagisme, c'est est-ce que Marine Le Pen gagne les élections? Et là, ça veut dire on se met en opposition à la classe politique traditionnelle, droite-gauche, l'UMPS, qui est vraiment le slogan de Marine Le Pen et qui joue vraiment là-dessus. Parce que est-ce que finalement les partis traditionnels gagnent avec des nouvelles têtes, mais comme il y en a régulièrement. Ouais. C'est ça la vraie question. Si l'on revient en Corse, les amis, est-ce que vous avez le sentiment que ce désir de renouvellement de la classe politique s'exerce aussi en Corse? Vous me voyez venir, je pense, évidemment à l'élection territoriale de 2015. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait aussi cette idée-là? On fait table rase du passé et on propose à de nouveaux hommes politiques d'être aux affaires. Pour moi, l'élection des nationalistes, c'est « et pourquoi pas eux ?» si on résume. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la droite, la gauche au pouvoir en alternance, avec des personnalités qui se sont rajeunies. Quelquefois, c'était les enfants, les enfants des parents, mais c'était les mêmes familles. Mais il y avait un rajeunissement. Il y a eu même toute la période des quadras. Exactement. Vous aviez des élus qui avaient entre 35 et 45, qui ont très vite disparu d'ailleurs. Mais dans l'opinion... sur la Corse, ce qui s'est passé, c'est de dire ça a été la troisième voie. Et pourquoi pas eux? On a testé la gauche, on a testé la droite. Pourquoi pas les nationalistes? C'est-à-dire que c'était pas aussi violent que l'idée de les dégager, que ce soit la droite ou la gauche? Ils les ont dégagés de facto, puisqu'ils ont élu d'autres personnalités. Mais il y avait une fenêtre pour ça. Et si on fait une projection au niveau national, la fenêtre équivalente, c'est et pourquoi pas eux, ça serait pourquoi pas Marine. Et c'est ce qu'on entend dans l'opinion. C'est ça le dégagisme. Et c'est une façon de renier ce que je disais tout à l'heure, les partis traditionnels, quelle que soit l'incarnation de ces partis par les personnes, qu'elles soient jeunes ou vieilles. Mais sur la Corse, on a l'impression qu'effectivement, les nationalistes, ils avaient envie d'essayer, d'autant que ce sont des nationalistes posés, avec justement des idées beaucoup plus altruistes que le nationalisme tel qu'on peut l'entendre sur le continent, évidemment, et ailleurs. En revanche, je trouve que c'est plutôt la classe politique qui s'est désorganisée un petit peu justement à dessein pour faire perdre les majorités. Donc parfois le dégagisme vient peut-être du peuple, mais parfois c'est quand même aussi la classe politique qui lâche un peu ses leaders en fait pour leur faire perdre des voix. Et là je trouve que sur les dernières élections il y avait quand même des associations un peu étranges, des dissociations aussi un petit peu étranges, et du coup ça ouvrait aussi cette troisième voie. Jérôme, sur l'opinion que vous sondez régulièrement, l'opinion corse, est-ce que, alors il y a de fait, on l'a évoqué, les élections territoriales qui sont passées par là, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aussi un désir de la part de l'opinion publique insulaire de renouvellement de la classe politique? Il a eu lieu. Mais ça, c'est concrètement dans les élections. Mais il n'y a pas que l'élection territoriale, même si elle occupe une grande place en Corse. On n'a pas fait de sondage spécifique sur souhaitez-vous qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Voilà, c'est pour le prochain. Pardon ? C'est pour le prochain, mon cher Jérôme. Voilà, on fera le prochain. On cherchait une idée pour le prochain numéro, donc c'est très bien. Mais si vous voulez, les majorités se renouvellent, mais finalement, si vous prenez les communes, par exemple, il n'y a pas un véritable renouvellement. Mais pour revenir au dégagisme, moi je crois que c'est à un moment donné le niveau de pas être trop dur, mais d'inefficacité. D'inefficacité des personnalités au pouvoir qui fait que les gens se disent là c'est plus possible, donc il faut changer. Et si on prend le niveau national, la France est quand même dans une situation très compliquée. Il y a 8 millions de personnes pauvres, il y a 2200 milliards de dettes. Donc le dégagisme, c'est de dire tous ces gens qui exercent le pouvoir depuis des années et des années, les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Donc on essaye. Peut-être quelque chose. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi je pense que le dégagisme, s'il doit avoir lieu, c'est le peuple qui le. C'est le peuple qui doit le faire. Alors 40 secondes, vous connaissez la règle de l'émission, vous allez résumer votre pensée, donner vos arguments. Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. Pensez-vous que nous sommes dans un moment particulier de la vie politique? Est-ce l'heure du dégagisme? Moi, je pense que c'est assez l'heure du dégagisme, malgré tout. Et je pense qu'on se leurre peut-être, enfin, le peuple se leurre peut-être, mais il a eu l'impression d'avoir du pouvoir, enfin, d'avoir à nouveau du pouvoir, d'être dans une espèce de démocratie encore plus participative, du fait des primaires, du fait que sur les réseaux sociaux, on peut intervenir, qu'on peut être de plus en plus entendu, écouté, du fait qu'il y a aussi des politiciens qui les écoutent. Donc, je pense que peut-être qu'effectivement, il se trompe, mais le peuple a envie, là, de se mobiliser pour des causes, pour des personnalités, et du coup reprend un peu goût à la politique. Alors effectivement, en enlevant pour l'instant ce qu'on pourrait qualifier d'éléphant des partis, mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait dégagé de toute... on n'est pas encore dans l'anarchie et dans la révolution totale. Jérôme. Le dégagisme, déjà, il existe dans pas mal de pays, et il a eu lieu. Toute la question aujourd'hui, et la présidentielle le dira, c'est est-ce qu'il va avoir lieu à la présidentielle, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est en fait qui gagne l'élection. Ça va être la vraie réponse à votre question. Ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est qu'il y a une volatilité très forte de l'électorat. C'est-à-dire que des gens disent je vais voter pour une personne. Ça peut évoluer très très rapidement. Tout peut changer, puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, les candidats sont complètement inattendus. Il n'y en a pas un qui était prévu. Et personne aujourd'hui, quand vous interrogez les gens, est capable de dire qui va gagner cette élection. Donc maintenant, il faut attendre les résultats de l'élection pour savoir si oui ou non il y aura des gagismes. Et même pas vous, mon cher Jérôme, même pas vous êtes capable de nous dire qui va gagner cette élection. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet échange, à ce débat. Vous restez évidemment en coulisses pour écouter le débrief, parce que les racines révolutionnaires tunisiennes du dégagisme politique montrent que ce mouvement populaire trouve un écho favorable dans la jeunesse. C'est aussi le cas avec le mouvement que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, Anonymous. Allons plus loin dans le débat, évidemment, c'est le débrief culture de Pendant le 20h. Bonsoir les amis. Bonsoir Philippe. Marie-Ange Philippe, consultante en communication, et Marcel Petriccio, libraire, chroniqueur littéraire dans le magazine Parole de Corse. Avant toute chose, que retenez-vous de ces échanges? Marie-Ange, c'est avec vous que je commence. Mais écoutez, moi je retiens ce qu'a dit Jérôme sur Marine Le Pen, et une fois n'est pas coutume, je suis pas trop d'accord, et ça m'énerve un petit peu qu'on mette Marine Le Pen en symbole d'un potentiel dégagisme ou d'une potentielle réelle alternative, alors qu'il y a d'autres alternatives beaucoup plus symboliques d'un potentiel dégagisme. Il y a les élections citoyennes, on en parle très peu, mais c'est vrai, il y a eu la primaire citoyenne. Et il y a d'autres partis. 35 000 votants. Oui, ben voilà, donc pour le coup, ça serait vraiment... Et il y a d'autres partis et personnes qui représentent une autre voie, voilà, que les partis traditionnels. Bon, je pense que Jérôme, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il a, vous savez, c'est le sondeur, la photographie à l'instant, etc. Mais vous avez raison d'appuyer sur cette remarque. Mon cher Marcel, votre regard sur le débat? Moi, plutôt que c'est les primaires, moi, qui m'ont... Quand Mélenchon a dit Valls dégage, c'est pas... Il a publié sur son site Facebook. Hein. C'est pas ça le dégagisme. Parce qu'en fait, le dégagisme, on en dégage un, mais on en met un autre qui vient aussi du même sérail. Et c'est pareil pour Marine Le Pen. Donc pour moi, le dégagisme, c'est pas ça. On parle de dégagisme, mais non, le dégagisme, ça serait quelqu'un qui sort de nulle part. Et c'est une volonté aussi du peuple, des citoyens, de faire table rase du passé, justement. Marie-Ange, c'est avec vous que je vais commencer. Oui, parce que je change. Je devais commencer avec vous, mon cher Marcel, mais je préfère commencer avec Marie-Ange, je le dis. Réalisateur, Emmanuel Cardi. Non, je vais commencer avec vous. C'est pour rebondir sur ce que dit Marcel, parce que c'est intéressant. 6 ans après la révolution de Jasmin, les internautes tunisiens ne cessent d'investir la toile pour exprimer leur désillusion justement à cette idée du dégagisme, à cette révolution. Et pourtant, ils continuent à rêver de jours meilleurs. Hein. Oui, vous l'avez dit, hein, les réseaux sociaux regorgent de messages de désillusion. Alors, les internautes expriment un peu leur colère, parfois avec des espoirs, parfois avec humour. Et ils soulignent en fait le décalage, l'absurdité
entre les symboles, par exemple le prix Nobel de la paix, et la réalité des conditions de vie dans le pays. Alors, il nuance un peu, en fait, la tendance des médias à faire de la Tunisie un pays qui a réussi à instaurer la démocratie, enfin, qui est en marche pour avoir une réelle démocratie. Alors, c'est vrai que par rapport à la Libye, la Tunisie s'en sort pas trop mal. Il y a eu quand même des avancées, notamment en matière de liberté d'expression. Mais, comme le dit un internaute, c'est trop peu, ça ne suffit pas. Il y a des réelles... il y a une réelle crise économique, beaucoup de chômage. La police et la justice restent quand même avec des méthodes très répressives. Et il y a donc ce décalage entre l'imagination et la réalité qui crée un sentiment de profonde déception, de désillusion, de désarroi, alors qui est propre à tout individu, hein, mais qui est encore plus grand quand c'est tout un peuple qui la porte. Et on voit d'ailleurs à l'image quelques caricatures que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les tweets notamment de nombreux Tunisiens. Oui, alors il y a beaucoup de caricatures, beaucoup d'humour. Ils restent quand même un peu détachés de cette situation, pour eux qui est vécue de manière absurde, parce qu'ils voient les difficultés sur le terrain. Et puis de l'autre côté de la toile, il y a les médias qui les encensent presque d'avoir réussi à instaurer un système quasiment démocratique. Et puis, il y a ces messages d'espoir avec des restés debout, des keep going du monde entier. Et je pense que les citoyens là-bas essayent quand même de, c'est bête à dire, mais garder le sourire et être positifs, parce que c'est vrai que par rapport à certains pays arabes où Daesh prospère, ils ont réussi quand même à instaurer quelque chose de plus transparent. Alors, tout ce que vient de dire Marie-Ange, c'est à découvrir en documentaire. Ce sont des petits épisodes de documentaire qui sont disponibles sur le site internet de France 24, parce que le dégagisme politique se décline également à travers le prisme du documentaire. Sur le site internet France 24, la chaîne France 24, vous avez tout ce que vient de dire étayé Marie-Ange. Marcel, on va passer au livre Manifeste du dégagisme, collectif édition Maelstrom. Voilà, vous en avez parlé, collectif belge d'extrême gauche. Alors c'est ceux qui ont donné la définition. Exactement. Voilà. Si vous voulez avoir une définition précise du dégagisme, vous lisez ce petit manifeste, ça coûte 10 €, vous le commandez à n'importe quelle librairie, et c'est surtout ce qu'il dit sur le vide. On disait le dégagisme, c'est le vide, c'est ne pas remplacer, c'est regarder ce vide, contempler et voir ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ça, vous allez tout savoir sur le dégagisme. C'est un peu le dégagisme pour les nuls. Oui, en plus réfléchi politiquement, très réfléchi en effet. Après, nous avons aussi, alors là, excusez-moi Marcel, mais je voudrais qu'on prenne notre temps pour ça. Anonymous, peuvent-ils changer le monde ? Commencez par une citation. Vous ne pouvez pas vous cacher, nous sommes partout, le savoir est libre, nous sommes Anonymous, nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas. Redoutez-nous. C'est comme ça que le monde découvre les Anonymous. C'est par cette citation. Révolution, peut-être, les Anonymous. Alors, ce bouquin, c'est une pépite. Tout ce que vous voulez savoir sur les Anonymous est dans ce livre. Qui sont-ils ? Comment sont-ils formés ? Quels sont leurs idéaux politiques ? Quels sont leurs messages ? Quelles sont les ramifications avec d'autres groupes, les altermondialistes, Wikileaks ? Tout ça est dans le bouquin. C'est absolument fabuleux. Ça remonte vraiment jusqu'à la genèse des Anonymous. On apprend plein de choses. Je suis tombé dans ce livre. Ouais, j'ai pu en lire quelques passages. C'est encore une fois, tout ça, c'est très structuré politiquement. Il y a une idée, il y a un socle idéologique. Hein. C'est ce qui la va faire ramification dans la vie publique, c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Hein. Il y avait le film V pour Vendetta. Bravo pour la transition. Voilà, Bravo pour la transition. Qui fait le lien avec les Anonymous et pour le coup qui parle du dégagisme de manière assez radicale. Exactement. Et justement, alors on va juste donner le nom de Frédéric Bardot, Nicolas Danet aux éditions FIP, Anonymous peuvent-ils changer le monde, et V pour Vendetta d'Alan Moore, David Lloyd. De Dieu, Alan Moore. De Dieu, pardon, Alan Moore et David Lloyd aux éditions Delcourt, oui, c'est vrai. Oui, c'est... Voilà, si vous voulez savoir pourquoi les Anonymous ont pris ce masque, lisez V pour Vendetta, vous allez tout comprendre. Nous sommes à Londres, le pays est sous la tyrannie, sous le fascisme, puis il y a un homme qui va se lever, qui va réveiller les consciences, c'est V pour Vendetta. C'est peut-être la BD la plus politique d'Alan Moore. C'est une charge contre le totalitarisme, contre le fascisme, contre Margaret Thatcher aussi. Il dénonce plein de choses, il dénonce ce qui s'est passé, mais ce qui pourrait arriver aussi. C'est peut-être la meilleure BD d'Alan Moore. C'est un monument du 9e art.
Le dessin, c'est noir. On voit quelques planches à l'écran. C'est absolument magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et encore une fois, là, c'est vraiment l'idée de la politique. Hein. Il y a la contestation du thatchérisme, il y a la contestation de la mondialisation financière, évidemment, et il y a la contestation de cette rupture du lien social. Beaucoup de ces questions-là n'existent plus du tout. C'est ça qui est assez incroyable. C'est un monde qui est terrible dans V for Vendetta. Hein. On ne vit pas dans V for Vendetta, on survit. On survit, oui, je suis d'accord. C'est le bon terme. Et puis il y a ce Prométhée moderne qui va arriver. Et Prométhée moderne qui va arriver. V for Vendetta de Dieu, vous l'aurez compris, Alan Moore, selon Marcel, pas que selon Marcel, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débriefé notre débat du soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h, sur France 3 Corse via Stella, évidemment.